Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition des Rendez-vous de l'IT. Dans cette émission, créer un cloud dans son data center, quelles sont les promesses et quelles sont les contraintes de ce type d'infrastructure? IDC vient de publier ses derniers chiffres concernant le marché du cloud computing en France. Le marché du cloud dans l'Hexagone, cloud public, cloud privé et services associés, c'est pour 2012 1,96 milliard d'euros, et un chiffre en croissance de 46% par rapport à 2011. Et pour 2013, IDC prévoit une croissance de 35% de part de marché pour ce type de technologie. Pour parler avec nous de cette explosion et de ses impacts sur le data center de l'entreprise, et tenter de comprendre quels sont les bénéfices que les DSI peuvent tirer de ces évolutions, nous sommes avec Stanislas Castana, architecte infrastructure chez Microsoft, Bonjour. Et Frédéric Cueil, directeur technique d'Assyrnet, qui est un intégrateur spécialisé Cisco. Bonjour. Stanislas, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre activité? Architecte infrastructure, ça consiste en quoi chez Microsoft? Alors c'est un titre qu'on va retrouver dans différentes fonctions, dans différentes, on va dire, divisions de l'entreprise. Dans mon cas, qui est la division plateforme écosystème, donc DPE, mon rôle est principalement de faire de l'évangélisation technique autour des nouvelles technologies et principalement des socles, on va dire, serveurs data center, donc Windows Server, System Center, et donc finalement les briques qui permettent de constituer notamment aujourd'hui un cloud. Donc ça c'est la partie, on va dire, purement cloud privé, et mon activité traite également de la partie infrastructure de service qu'on a dans Windows Azure, donc de la partie publique. En interconnectant les deux, on obtient le cloud hybride. Frédéric, qui est Assyrnet et puis quel est le cœur de métier de l'entreprise? Donc bonjour, Assyrnet est un intégrateur d'infrastructures physiques. Ça veut dire qu'Assyrnet se situe en dessous de la couche logicielle que peut fournir Microsoft. Et notre travail, c'est à la fois d'évangéliser pour simplifier le travail du client et de lui amener des infrastructures qui permettent de servir ses clients finaux. Pour déminer d'entrée le sujet marketing du cloud, on parle beaucoup du cloud computing, je vais vous demander à tous les deux, quelle est votre définition à vous du cloud? Stanislas. Alors moi, j'ai arrêté de faire ma propre définition du cloud depuis que j'ai trouvé que des gens la faisaient mieux que moi. Ces gens-là, c'est notamment le NIST, le National Institute of Standards and Technology, qui est l'organisme américain en charge de définir les standards technologiques pour l'industrie américaine et pour les organisations gouvernementales. Donc eux, en fait, ils définissent, ils font des très bons documents, et le cloud computing, qui est un terme relativement générique, ils le définissent avec 5 caractéristiques, 3 modèles de déploiement et 3 modèles de service. Les 5 caractéristiques, elles sont relativement simples. La première, c'est le cloud s'accède de manière universelle par le réseau. Donc réseau, on parle de réseau IP la plupart du temps, et universel parce que actuellement où un périphérique connecté a les moyens de se connecter à ce réseau IP, donc un smartphone, une tablette, un PC, mais également une automobile par exemple. Une automobile connectée en 3G peut être connectée au cloud de son constructeur. Et bien donc tout passe par la connexion, donc pas de réseau, pas de cloud. Basiquement c'est ça. Ensuite, il y a une notion dans le cloud, et ça on va la retrouver dans toutes les formes de cloud, qui est la mise en commun de ressources, donc en processeur, CPU, bande passante, mémoire, le tout étant de faire de l'économie d'échelle. Troisième élément défini par le NIST, c'est la notion d'élasticité, d'être capable de consommer à la demande, donc d'être capable d'augmenter sa puissance si on en a besoin d'un peu plus, et inversement de pouvoir descendre, déprovisionner des ressources si on n'en a pas besoin. De cet élément-là, de l'élasticité, on en arrive au quatrième point, caractéristique défini par le NIST, que sont le service doit être, où les consommations des ressources doivent être mesurables et potentiellement refacturables. Donc potentiellement, parce que si on est dans un cloud privé, c'est pas toujours le cas, mais l'informatique n'est pas obligée de refacturer forcément toutes ses ressources, mais elle peut le faire. Elle est au moins capable de savoir de dire telle division métier a consommé tant de ressources par rapport à ses besoins. Et dernier élément, la dernière caractéristique définie par le NIST, c'est la notion de self-service, c'est-à-dire que les utilisateurs finaux ou les métiers ou le consommateur d'un fournisseur de cloud privé ou public est capable de passer par des interfaces homme-machine lui permettant de provisionner des nouveaux services sans pour autant être forcément un expert informatique ou appeler le support ou l'ingénieur qui va aller monter un serveur. Donc ça, c'est les caractéristiques définies par le NIST. Ensuite, sur les modèles de déploiement, on retrouve des termes qu'on a l'habitude d'entendre maintenant dans le marché, le SaaS, le software as a service, donc un produit fini prêt à l'emploi, entre guillemets, où on n'a plus qu'à injecter des données ou à le paramétrer. Le platform as a service, qui est un socle applicatif sur lequel en fait les développeurs vont venir mettre des applications. Donc exemple de socle applicatif, un serveur web avec une base de données derrière. Le développeur vient amener après son application et ses données dans la base de données. Et si on descend un peu plus, encore plus bas dans les couches, et qu'on se rapproche du matériel mais sans le toucher parce que le cloud est une abstraction vis-à-vis des couches en dessous, eh bien on a le IaaS, l'infrastructure de service, où basiquement on vient positionner en tant que client d'un fournisseur de cloud de type IaaS une machine virtuelle et ce qui est associé. Donc chacun des niveaux en fait va changer également la donne en termes de responsabilité vis-à-vis du fournisseur et du client.
Et puis, dernier élément de définition fait par le NIST, mais je trouve plutôt bon, c'est comment on déploie un cloud. On peut le déployer de manière privée, c'est-à-dire au sein de son data center et ça reste dans l'entité de l'entreprise ou de l'organisation. On peut consommer également un cloud chez un fournisseur public, exemple Microsoft, Google, Amazon, autres. On peut avoir un cloud à l'échelle d'une communauté, une académie, une région, un État. On parle de cloud étatique ces temps-ci. Et puis comme le monde n'est ni noir ni blanc, on sait que tout est nuance de gris, le futur sera probablement une combinaison de cloud privé avec certains services dans le cloud public. Et là, on arrive avec le terme de cloud hybride, parce qu'on va consommer finalement un petit peu les deux. D'accord. Là, j'étais un petit peu long, mais j'ai vraiment défini, non pas ma définition, mais celle probablement la plus réputée de l'industrie. Une définition complète, je dirais, extensive. Frédéric J'ai alors du mal à dire mieux. J'ai une approche venant des infras. Ma vision, c'est que le cloud, pour moi, le terme, c'est standardisation. C'est industrialisation et c'est tourner vers l'utilisateur final. Ça veut dire que ça permet à une direction informatique ou une direction technique de fournir des services à des clients finaux sans avoir été en relation directe, notamment grâce à un certain nombre d'outils, de portail, d'automatisation pour tout type de service informatique. Ça veut dire, ça peut être une plateforme de mail Microsoft Exchange, mais ça peut aussi être une plateforme de vidéo à la demande pour faire du WebEx et réserver des plages de données pour faire des conférences téléphoniques, vidéo et autres. Et le maître mot du cloud, pour nous, vu que ça va être l'explosion des services informatiques, c'est obligatoirement la standardisation et l'uniformisation de ces différents services informatiques. Au niveau des data centers d'entreprise, est-ce qu'il y a une taille critique minimale à partir de laquelle on peut faire du cloud? Finalement, on peut faire du cloud, quel que soit le data center. Petite PME, ETI, grand compte. Alors, si on parle de cloud privé, c'est-à-dire on veut mutualiser, automatiser un maximum, on est bien d'accord que c'est pas raisonnable de passer beaucoup de temps et d'avoir plein d'outils d'automatisation si on a 3 serveurs derrière ou 4 serveurs ou même peut-être 10 serveurs. 10 serveurs, ça peut être gérable par une seule personne. Quand on parle de data center où on commence à avoir des centaines de serveurs, ça commence à devenir intéressant. Quand je dis serveur, c'est physique ou logique, je fais pas de différence. Pour moi, les deux s'administrent et ont besoin d'être administrés. Donc l'automatisation, elle devient vraiment, l'automatisation et donc un cloud privé, ça devient pertinent pour une entreprise, on va dire de très grosse PME ou une grande entreprise. Inversement, par contre, quand on parle de cloud hybride, et là je vais faire un petit raccourci et un peu de vulgarisation, on pourrait imaginer une PME avec 1 ou 2 petits serveurs qui va consommer des services à l'extérieur, chez Microsoft ça nous arrangerait, mais ça peut être chez Google ou Amazon, et finalement étendre son système d'information. Alors là, certains feront un raccourci, ils parleront de cloud hybride. Bon, moi je parle plutôt de système d'information hybride parce qu'on n'a pas de cloud du côté de la petite entreprise, on n'a plus qu'un système d'information. Voilà. Enfin, pour faire simple, on va dire que c'est un cloud hybride. Donc oui, dans ce cas-là, effectivement, en consommant des services à l'extérieur ou chez un tiers, on a un moyen comme ça d'avoir effectivement un cloud pour une entreprise. Mais si on parle réellement de l'infrastructure complète d'un cloud, c'est plutôt réservé des grandes entreprises et bien entendu tout ce qui est hoster parce que c'est quand même leur métier à l'origine, quoi. C'est l'évolution logique de leur métier. Quand on préparait l'émission, vous évoquiez 250 VM comme le plancher à partir duquel on pouvait construire quelque chose d'intéressant. Oui, alors c'est parti, on a une offre standard et on a estimé qu'à partir de 150 VM, avoir son propre cloud privé qui puisse s'hybrider, qui puisse s'étendre automatiquement, soit par le rajout de composants dans le cloud physique, soit par le rajout de connectivité et donc de prendre des VM chez Microsoft, de les prendre chez Amazon ou chez d'autres hébergeurs français, ça nous semble être la taille en dessous de laquelle économiquement, c'est pas raisonnable d'avoir son propre cloud, son propre infrastructure, son propre orchestrateur. Mais le jeu, dans certains cas, si j'ai 100 VM avec un très fort niveau de service, un très fort niveau d'engagement pour des applications critiques, je peux le faire et dans ce cas-là, je ne serai pas économiquement viable vis-à-vis des hébergeurs, opérateurs du marché. Par contre, j'aurai des critères qui seront un peu différents que le pur critère économique. Et l'engagement de service peut se faire. Et puis, on peut aussi imaginer l'avoir dans un très gros data center, son cloud qui va être mutualisé avec d'autres sociétés du groupe, d'autres business units, et de garder peut-être en local un micro-cloud qui serait l'extension du cloud principal pour des applications qui ne supporteraient pas des temps de latence décalés. J'ai une filiale à Dubaï, une filiale à New York, j'ai entre 200 et 250 millisecondes de temps de latence entre les deux services. Je vais créer des applications qui vont se répliquer de manière asynchrone vers mon cloud principal et laisser des
applications localement pour ce genre de critères. Donc on peut voir assez large, mais c'est vrai que d'un point de vue construction d'un data center physique, on considère que en dessous d'une vingtaine de baies pour mettre des serveurs, c'est pas raisonnable d'avoir son propre data center. On dirait même plutôt 50. Et au niveau des VM, entre 250 et 500 VM, ça se regarde. Au-delà, on sait qu'on sera moins cher si on a ses propres infrastructures pour les gérer de manière sécurisée en interne. En dessous de 250, c'est plus le critère économique qui fait le jeu. Alors, tout à l'heure, Frédéric, vous disiez il y a des gains au cloud si la DSI fait correctement son travail. C'est ce que vous disiez. Justement, qu'est-ce que ça implique une architecture cloud du point de vue de la gouvernance de la DSI? Est-ce qu'il y a par exemple une redéfinition des rôles qui doit s'opérer au sein de la DSI quand on met en place ce type d'infrastructure? Oui, alors je parlais beaucoup de standardisation, d'automatisation. De mon point de vue, aujourd'hui, le métier de la DSI, c'est des gens qui vont devoir recréer du process informatique, qui vont devoir créer des règles, des lois, qui vont permettre de définir comment doit fonctionner le système informatique. C'est-à-dire que la DSI doit rendre à l'utilisateur la capacité de produire du service, de s'auto-alimenter en quelque sorte, et elle doit prendre 1 ou 2 pas de recul pour être capable de définir dans quel cadre on va travailler, dans quel cadre réglementaire on va travailler, dans quel cadre technique on va travailler. Je faisais un exemple il y a pas longtemps concernant des clients qui n'ont pas assez d'espace sur le boîte mail, qui vont décider d'utiliser par exemple un cloud externe pour envoyer des mails que je citerai peut-être pas, et ce cloud externe est soumis au Patriot Act. Donc ça veut dire que des gens qui peuvent postuler au Nobel vont envoyer des informations entre guillemets critiques d'un point de vue d'un pays ou d'une entreprise, et ils vont les soumettre à d'autres gouvernements. Et pour moi, c'est catastrophique. C'est-à-dire que l'informatique... Donc là, on peut dire que c'est la DSI qui ne fait pas correctement son travail de contrôle du périmètre applicatif dans le système d'information. Complètement. La DSI va dire « je ne sais pas fournir des boîtes de telle taille », plutôt que dire pour les fournir ou pour votre problématique, vous devez passer de telle façon et trouver une solution pour y répondre. C'est-à-dire qu'on reste un peu sur l'informatique historique à la papa qui dit je sais pas faire, vous allez faire comme moi j'ai dit, alors qu'aujourd'hui l'informatique elle doit être, mais depuis longtemps, au service de l'utilisateur final et de dire voilà ce que je peux vous offrir, vous avez besoin de quoi, monsieur le client, et c'est plus une direction technique qui a tout pouvoir dans l'entreprise, c'est une direction qui doit amener le service. Vous avez une application critique, vous devez être capable d'accéder à vos données, à votre information en étant normaux, et si aujourd'hui je suis pas capable de l'amener, je vais utiliser d'autres services, je vais utiliser d'autres partenaires, je vais optimiser, je vais améliorer, mais je vais vous rendre ce service parce que c'est le métier de l'entreprise. Est-ce que ça veut dire, Stanislas, que il faut qu'il y ait des montées en compétences sur des domaines qui jusqu'à présent n'étaient pas nécessaires dans les DSI pour faire face à ces architectures, savoir gérer un contrat avec un prestataire extérieur par exemple, ou bien simplement, dans le cadre de cloud hybride, pouvoir gérer une nouvelle technologie d'adéquation entre les clouds externes et les clouds internes? Alors, effectivement, si on regarde aujourd'hui le fait de l'arrivée sur le marché de pas mal de fournisseurs finalement de solutions externes de type cloud public, qu'elles soient SaaS, PaaS ou IaaS, fait que si la DSI ne se prend pas en main pour devenir l'intermédiaire vis-à-vis de ses fournisseurs, et devenir l'intermédiaire, ça veut dire effectivement regarder les contrats, les négocier, et éventuellement refuser certaines clauses, qu'il y a des clauses effectivement de sensibilité qui sont pas bonnes. Tu parlais du Patriot Act, c'en est un bel exemple. Des fois, il vaut mieux rester sur un cloud étatique, mais même si ça m'arrange pas de dire ça en tant que Microsoft, désolé. Mais donc il y a la notion de risque également, c'est-à-dire que dans la DSI, si le RSSI n'est pas sous la DSI qui est à côté, la DSI doit travailler avec le RSSI également sur la gestion des risques, c'est-à-dire anticiper des pertes futures d'informations ou amener des risques dans le système d'information parce que finalement des personnes métiers n'ayant pas assez de réactivité de la part de la DSI sont passées directement vers des solutions publiques, voire grand public. Le nombre de personnes qui utilisent des mécanismes SkyDrive, Dropbox ou autre, parce qu'ils n'ont pas les moyens de collaborer avec des outils fournis par l'entreprise. On voit tous les jours, le phénomène dit de consumérisation de l'IT fait qu'aujourd'hui, si vous donnez à des utilisateurs dans une entreprise
un vieux PC qui est très lourd, qui a un vieux système d'exploitation et qui répond pas à leurs besoins, il y a des grandes chances que rapidement ils vont venir avec leur ordinateur personnel et puis ils vont dire de toute façon moi j'ai un navigateur et je me connecte sur un service sur Amazon ou Google ou Microsoft parce qu'on a mis notre application qu'on utilise tous ensemble dessus, et puis je mode de ce que fait la DSI parce qu'elle est pas assez réactive, c'est des vieux, voilà par exemple. C'est des réactions qu'on voit régulièrement. Donc la DSI vis-à-vis du cloud et de l'hybride doit être le seul point de sortie entre guillemets de convergence et en définir si on peut ou pas mettre certaines applications à l'extérieur. Il y a des applications, beaucoup d'applications sont quasiment, on peut les externaliser. Techniquement parlant, maintenant du point de vue de la sensibilité des données, du point de vue de pas mal de choses, c'est pas acceptable. Surtout par un RSSI. Les RSSI sont contre ça. Maintenant, on peut chercher à lutter, mais à dire toujours non aux utilisateurs, au moment, je rappelle, l'IT est au service des utilisateurs. On a souvent vu les services informatiques comme le centre de coût dans l'entreprise. Non, ici c'est un centre de service, on est au service des utilisateurs, donc on peut dire non des fois, mais pas toujours. Et puis il faut savoir trouver également des solutions. Si vraiment on a un problème à externaliser certaines choses, il faut dans ce cas-là pouvoir le faire tourner en interne avec les conditions qui vont bien. Et tout à l'heure on parlait de self-service où l'utilisateur clique et puis automatiquement ça fonctionne. Ça ne veut pas dire non plus que c'est système open bar dans l'entreprise. On peut tout à fait passer par des workflows, par de l'orchestration, et à un moment dire avant de donner le nouveau serveur au service que tu as demandé, qu'il soit virtuel ou physique, tu passes par une approbation de ton manager qui va valider que ça va coûter tant par mois, par exemple. Donc on a évoqué les différents gains, les avantages à mettre en place une infrastructure de cloud. Néanmoins, il y a aussi peut-être quelques contraintes qu'il faut évoquer pour avoir une idée globale sur le sujet. Est-ce que par exemple, toutes les applications sont déplaçables à volonté entre un cloud privé et un cloud hybride, c'est-à-dire en déplaçant l'application chez un prestataire? Stanislas? Non, je pense pas qu'on puisse tout déplacer, tout n'est pas cloudifiable. Simplement parce que quand on va déplacer, il va y avoir un temps de déplacement, de la disponibilité probablement, et puis une application, elle n'est pas forcément isolée sur un seul serveur physique. Elle peut être distribuée en plein de composants et différentes couches applicatives avec différents frameworks sur différentes machines. Donc c'est pas toujours reproductible à l'identique entre guillemets dans une architecture qui serait celle d'un fournisseur extérieur. Même chose pour la volumétrie, quand on a des énormes bases de données avec des serveurs SQL ultra puissants où il y a des terras et des terras de données, c'est pas toujours facile d'exporter tout ça et de le réinjecter plus loin chez un fournisseur extérieur. En plus, économiquement, c'est pas forcément intéressant. Parce qu'effectivement, si on commence à parler d'une énorme volumétrie, ça vaut le coup de calculer par rapport à déjà des économies qu'on a fait en interne en mutualisant. Je parle même pas ici de virtualisation, je parle simplement effectivement de la volumétrie de l'application, plus la complexité dans sa distribution de l'application. Donc il y a beaucoup d'applications qui sont déplaçables, parce que techniquement la plupart des fournisseurs fournissent soit des plateformes de services qui ont les différentes socles applicatifs pour recevoir ces applications, et puis simplement une infrastructure de service permet de déplacer une machine virtuelle. Donc dans notre cas, nous par exemple, on peut très bien facilement prendre une machine virtuelle faite sous Windows Server et la mettre dans Windows Azure. Ça, on a zéro difficulté là-dessus. Par contre, on a toujours des petites contraintes technologiques, par exemple dire actuellement je peux faire des machines virtuelles avec 64 virtual processeurs, mais par exemple dans Windows Azure, ma limite aujourd'hui elle est de 56 processeurs. Donc c'est une petite différence, mais on peut imaginer qu'effectivement il y a d'autres différences, d'autres contraintes, après peut-être des contraintes transactionnelles de performance, etc. Frédéric, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a des limites au déplacement de certaines applications en fonction de leurs critères entre des clouds privés et des clouds publics? Alors je suis assez d'accord avec ce que dit Stanislas. Pour moi, on peut tout mettre dans le cloud, mais après, il y a une notion de cloud privé ou de cloud public. C'est-à-dire qu'une application qui tourne, même non virtualisée, dans mon data center, sur un certain nombre de serveurs, 1 à N serveurs, peut faire partie de mon cloud privé. Par contre, l'envoyer sur un monde public, où j'aurai des limites physiques en termes d'espace, en termes de CPU, voire en termes d'argent, parce qu'aujourd'hui, j'achète... Au-delà de la dimension sécurité. Je parle même pas dans de notion de sécurité, c'est-à-dire que je vais retrouver une application qui serait dans le monde public à un coût qui serait largement supérieur à un coût dans le privé. C'est-à-dire qu'à un moment, d'un point de vue économique, je vais standardiser des applications, je vais les envoyer de manière rapide pour des usages normaux, et quand je vais atteindre des capacités qui vont dépasser l'entendement d'un cloud public, je vais me retrouver sur des prix qui seront incohérents. Donc, outre les problèmes de sécurité, je n'aurai plus d'intérêt, de flexibilité
que je peux avoir dans mon propre data center. Et dans ce cas-là, je perds l'intérêt du cloud public. Par contre, je le garde dans mon cloud privé, je l'automatise, je l'orchestre avec mon portail, avec mon orchestrateur, et je la fais vivre dans son environnement. Très bien, merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission sur le cloud computing. Merci à vous de nous avoir suivis, et à bientôt pour une nouvelle émission.